Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle histoire captivante sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un récit qui va toucher le cœur de chacun d'entre vous, une histoire de courage, d'amour véritable et d'une femme qui a décidé de se battre pour ses convictions. Vous allez faire la connaissance d'Amélie, une jeune femme qui travaille depuis des années en gardant un secret dans son cœur, un amour impossible qu'elle pensait destiné au silence pour toujours. Mais quand le destin met à l'épreuve tout ce en quoi elle croit, quand l'humiliation frappe à sa porte et quand tout semble perdu, notre protagoniste va montrer un courage que personne n'attendait. Il y aura des larmes, des confrontations, des moments qui vont vous faire vibrer d'émotion. Merci infiniment d'être là, de suivre notre chaîne, de laisser vos commentaires si touchants et de partager nos histoires avec vos proches. Si vous ne faites pas encore partie de notre grande famille, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Dites-moi en commentaire de quel coin du monde nous écoutez-vous en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos fidèles auditeurs. Maintenant, installez-vous confortablement car nous commençons notre histoire. Le château Moreau se dresse majestueusement au cœur de la région de Provence, avec ses pierres dorées qui capturent la lumière du soleil de l'après-midi et ses jardins parfaitement entretenus qui s'étendent à perte de vue. Entre les vignes qui ondulent doucement dans la brise méditerranéenne et les champs de lavande qui parfument l'air, cette propriété représente plus de 2 siècles de tradition familiale. C'est ici, entre des couloirs qui résonnent d'histoires de générations passées et des salons décorés d'œuvres d'art qui valent des fortunes, qu'Amélie Dubois a trouvé non seulement un emploi, mais l'endroit où son cœur a appris à aimer en silence. Il y a 3 ans, elle est arrivée ici, une jeune femme de 22 ans venue de Lyon, ne portant qu'une petite valise et une détermination immense de reconstruire sa vie après avoir perdu ses parents dans un accident. Ce premier jour, quand Madame Moreau l'a accueillie avec un sourire chaleureux et lui a montré les quartiers qui seraient les siens, Amélie n'aurait jamais imaginé qu'elle trouverait bien plus que la sécurité financière entre ces murs centenaires. Les premiers mois au château avaient été une période d'adaptation délicate pour la jeune femme. Amélie découvrait les habitudes de cette famille fortunée, apprenait les traditions qui régissaient la vie quotidienne dans cette demeure ancestrale et s'efforçait de trouver sa place parmi le personnel déjà établi depuis des années. Madame Claire Moreau, une femme élégante dans la cinquantaine aux cheveux argentés toujours impeccablement coiffés, l'avait prise sous son aile dès le premier jour. « Ma chère Amélie », lui avait-elle dit ce matin-là en lui faisant visiter les pièces principales, « cette maison a besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui comprend que prendre soin d'un foyer, c'est bien plus que simplement nettoyer et ranger. » Monsieur Henri Moreau, patriarche respecté de la famille et propriétaire de plusieurs vignobles réputés dans la région, s'était montré tout aussi accueillant, saluant toujours Amélie avec courtoisie et s'enquérant régulièrement de son bien-être. Mais c'était leur fils unique, Alexandre, qui allait transformer cette nouvelle vie en quelque chose d'extraordinaire et de compliqué à la fois. Alexandre Moreau était rentré d'un voyage d'affaires à Paris 1 semaine après l'arrivée d'Amélie, et leur première rencontre reste gravée dans la mémoire de la jeune femme comme un moment qui a changé le cours de son existence. Elle polissait l'argenterie dans la salle à manger principale, concentrée sur son travail, quand elle a entendu des pas dans le couloir. « Excusez-moi », avait dit une voix masculine derrière elle, et quand elle s'était retournée, elle avait découvert un homme grand aux cheveux châtains, légèrement ébouriffé par le voyage, aux yeux d'un vert profond qui semblait porter une mélancolie particulière. Alexandre portait un costume élégant mais froissé et tenait à la main une valise en cuir fatigué. « Je ne voulais pas vous déranger », avait-il continué avec un sourire timide. « Je suis Alexandre, le fils de la maison. Vous devez être la nouvelle employée dont ma mère m'a parlé. » Cette première conversation, bien qu'innocente et brève, avait éveillé quelque chose dans le cœur d'Amélie qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Il y avait dans la façon dont Alexandre la regardait, dans sa politesse naturelle et dans cette tristesse qu'elle percevait au fond de ses yeux, quelque chose qui l'avait immédiatement touchée. Au fil des semaines qui ont suivi, Amélie a eu l'occasion d'observer Alexandre dans son environnement quotidien, et chaque détail qu'elle découvrait ne faisait qu'approfondir l'attraction qu'elle ressentait pour lui. Le matin, elle le voyait souvent dans le bureau de son père, penché sur des documents liés aux affaires familiales, les sourcils froncés par la concentration. Alexandre avait hérité de l'intelligence commerciale de son père, mais aussi d'une sensibilité artistique qui le poussait à passer de longues heures dans l'atelier de peinture aménagé au dernier étage du château. « Mon fils a toujours eu une âme d'artiste », confiait parfois Madame Moreau à Amélie en souriant. « Il peint depuis qu'il est enfant, et ses toiles sont magnifiques, même si lui ne s'en rend pas compte.
Cette dualité entre l'homme d'affaires rigoureux et l'artiste sensible fascinait Amélie, qui commençait à comprendre pourquoi Alexandre portait parfois ce regard mélancolique qu'elle avait remarqué dès leur première rencontre. Il était tiraillé entre les responsabilités que lui imposait son héritage familial et ses véritables aspirations créatives. Les conversations entre Alexandre et Amélie ont commencé de manière anodine, mais ont rapidement pris une profondeur qui surprenait tous les deux. Un soir de novembre, alors qu'Amélie préparait le salon pour recevoir des invités le lendemain, Alexandre était descendu de son atelier, les mains encore tachées de peinture. « Vous travaillez toujours aussi tard », avait-il remarqué en s'arrêtant près de la cheminée où elle arrangeait des fleurs fraîches. « La beauté de cette maison mérite qu'on en prenne soin », avait répondu Amélie simplement, sans lever les yeux de son bouquet. « Vous avez raison », avait murmuré Alexandre, et quelque chose dans sa voix l'avait poussé à le regarder. Il l'observait avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Vous savez, Amélie, vous apportez quelque chose de spécial à cette maison. Ma mère le dit souvent, et je commence à comprendre ce qu'elle veut dire. » Cette conversation avait marqué le début d'échanges plus personnels, de moments volés où ils partageaient leurs pensées sur l'art, la vie, les rêves qu'ils portaient en eux. Alexandre lui parlait de ses peintures, de cette passion qu'il devait cacher derrière ses obligations familiales, tandis qu'Amélie lui confiait son amour pour la littérature et son rêve secret d'écrire un jour ses propres histoires. L'automne avait cédé la place à un hiver particulièrement doux en Provence, et avec lui était venue une intimité croissante entre Alexandre et Amélie qui ne pouvait plus être ignorée. Les regards qu'ils échangeaient duraient désormais plus longtemps que la politesse ne l'exigeait, leur conversation se prolongeait bien au-delà de ce qui était nécessaire, et chacun trouvait des prétextes pour croiser le chemin de l'autre dans les couloirs du château. Un soir de décembre, alors qu'une tempête faisait rage à l'extérieur et que le reste de la famille était parti dîner chez des amis à Avignon, il s'était retrouvé seul dans la bibliothèque. Amélie rangeait les livres qu'Alexandre avait consultés pour ses recherches généalogiques quand il était entré, attiré par la lueur chaleureuse de la lampe de lecture. « Vous n'étiez pas obligé de rester », lui avait-il dit doucement en s'approchant. « J'aime cette pièce quand il pleut », avait répondu Amélie en caressant la reliure d'un volume ancien. Le bruit de la pluie sur les fenêtres, l'odeur des vieux livres, la chaleur de la cheminée, tout ça me rappelle les soirées que je passais avec mes parents quand j'étais petite. Alexandre s'était approché encore plus près, et pour la première fois, Amélie avait senti son parfum, un mélange subtil de bois de santal et de lavande qui lui avait fait tourner la tête. Cette soirée dans la bibliothèque avait été le moment où tous les deux avaient compris que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre dépassait largement l'attraction ou l'amitié. Quand Alexandre avait tendu la main pour l'aider à attraper un livre placé en hauteur, leurs doigts s'étaient frôlés et un frisson électrique avait parcouru Amélie de la tête aux pieds. « Amélie !» avait murmuré Alexandre, et dans la façon dont il avait prononcé son prénom, elle avait entendu tout l'amour qu'il essayait de retenir. Ils étaient restés ainsi, debout l'un près de l'autre, entre les étagères centenaires, conscients que franchir cette ligne invisible changerait tout entre eux. « Je ne devrais pas », avait chuchoté Alexandre, et Amélie avait hoché la tête, comprenant parfaitement les complications que représentait leur situation. Lui, l'héritier d'une des familles les plus respectées de Provence, elle, une employée venue de nulle part. Pourtant, quand leurs regards se sont croisés dans la lumière dorée de la lampe, tous les obstacles sociaux ont semblé s'évaporer. « Moi non plus », avait répondu Amélie, mais ni l'un ni l'autre n'avait bougé, comme si la force qui les attirait était plus puissante que leur raison. Le printemps qui a suivi a vu naître entre Alexandre et Amélie une relation secrète faite de regards complices, de conversations à voix basse dans les jardins, de lettres glissées discrètement entre les pages des livres de la bibliothèque. Ils avaient appris à communiquer sans mots, à se comprendre d'un simple coup d'œil, à voler des moments d'intimité sans jamais éveiller les soupçons. Alexandre lui montrait ses peintures dans l'atelier, et Amélie lui lisait les poèmes qu'elle écrivait le soir dans sa chambre. « Vous avez un talent extraordinaire », lui disait-il en feuilletant son carnet de poésie. « Ces mots, cette façon de voir le monde, vous devriez publier ces textes. » Amélie souriait et secouait la tête. Qui voudrait lire les poèmes d'une simple employée de maison? Alexandre prenait alors ses mains dans les siennes et répondait avec conviction, quelqu'un qui sait reconnaître la beauté quand elle se présente à lui. Ces moments précieux, volés entre ses tâches quotidiennes et les obligations d'Alexandre, étaient devenus la raison de vivre d'Amélie. Elle se levait chaque matin avec l'espoir de croiser son regard, de partager quelques mots avec lui, de sentir sa présence réconfortante dans cette grande maison qui était devenue leur cocon secret.
Mais comme tous les secrets, celui d'Alexandre et Amélie portait en lui les germes de sa propre destruction. Au début de l'été, lors d'un dîner réunissant plusieurs familles importantes de la région, Amélie avait surpris une conversation qui allait bouleverser son monde. Elle servait le dessert quand elle avait entendu M. Henri Moreau annoncer à ses invités « Nous avons une excellente nouvelle à partager avec vous. Notre cher Alexandre va enfin se fiancer avec la charmante Céleste Beaumont. Nos deux familles ont toujours entretenu d'excellentes relations et cette union représente un avenir prometteur pour nos entreprises respectives. » Le plateau qu'Amélie tenait avait tremblé dans ses mains et elle avait dû mobiliser toute sa force de volonté pour ne pas le laisser tomber. Alexandre, assis à la table d'honneur, avait pâli visiblement, mais n'avait rien dit, se contentant d'un sourire forcé quand les invités l'avaient félicité. Ce soir-là, après le départ des convives, Amélie avait attendu Alexandre dans le jardin, le cœur battant et les yeux brillants de larmes retenues. « C'est vrai ?» avait-elle demandé quand il l'avait rejointe près de la fontaine de marbre. Alexandre avait baissé la tête, incapable de soutenir son regard. « Mon père a tout arrangé. Céleste et moi devons nous marier à l'automne. » Sa voix était brisée, et Amélie avait compris qu'il souffrait autant qu'elle de cette situation. Les semaines qui ont suivi cette annonce ont été les plus difficiles de la vie d'Amélie. Alexandre tentait de lui expliquer qu'il n'avait pas le choix, que les traditions familiales et les attentes sociales l'obligeaient à accepter ce mariage arrangé, mais chaque justification était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans le cœur de la jeune femme. « Tu ne comprends pas », lui disait-il lors de leur rencontre secrète qui se faisait de plus en plus rare. « Si je refuse, je perds tout, l'héritage, l'entreprise familiale, la confiance de mes parents. Et toi, que deviendras-tu? Ils te renverront immédiatement s'ils découvrent ce qui s'est passé entre nous. » Amélie écoutait ces arguments avec une douleur grandissante, mais au fond d'elle grandissait aussi quelque chose d'autre, une colère sourde contre cette injustice, contre ces conventions sociales qui empêchaient deux personnes de s'aimer librement. « Et notre amour, Alexandre ?» avait-elle fini par lui demander un soir d'août, alors qu'il se promenait dans les vignes sous la lumière de la lune. « Qu'est-ce qu'il devient dans tout ça ?» Alexandre s'était arrêté et l'avait prise dans ses bras avec désespoir. « Notre amour, c'est la seule chose vraie dans ma vie, Amélie. Mais comment lutter contre un monde entier ?» Cette nuit-là, ils avaient échangé leur premier et unique baiser, un baiser empreint de toute la passion et de tout le désespoir qu'ils ressentaient, sachant que ce pourrait être le dernier. L'automne arriva avec ses couleurs flamboyantes qui transformèrent les vignobles en véritables œuvres d'art, mais pour Amélie, cette beauté naturelle ne faisait qu'accentuer la tristesse qui envahissait son cœur. Les préparatifs du mariage d'Alexandre et Céleste Beaumont avaient commencé dès le mois de septembre, et ironiquement, Madame Moreau avait confié à Amélie une grande partie de l'organisation pratique. « Ma chère Amélie », lui avait dit la maîtresse de maison un matin, en lui tendant une liste interminable de tâches, « vous avez un goût si raffiné et une telle attention aux détails que je vous fais entièrement confiance pour que ce mariage soit parfait. » Amélie avait accepté cette responsabilité avec un sourire forcé, cachant la douleur immense qu'elle ressentait à l'idée de participer aux préparatifs de l'union de l'homme qu'elle aimait avec une autre. Chaque fleur qu'elle commandait pour la décoration, chaque menu qu'elle validait avec le traiteur, chaque détail qu'elle peaufinait pour cette cérémonie était comme une épine qui s'enfonçait un peu plus dans son cœur brisé. Mais quelque chose en elle refusait de se laisser abattre complètement. Une force nouvelle, qu'elle ne se connaissait pas encore, commençait à germer au fond de son être, nourrie par la conviction que l'amour véritable méritait de se battre. C'est durant cette période douloureuse qu'Amélie a fait la connaissance de Céleste Beaumont, et cette rencontre allait révéler en elle une combativité qu'elle ignorait posséder. Céleste était arrivée au château un mardi matin d'octobre, descendant d'une Bentley rutilante, conduite par son chauffeur personnel, vêtue d'un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Amélie. Grande, blonde, avec des traits parfaitement sculptés et un port de tête aristocratique, Céleste incarnait tout ce que la haute société française attendait d'une épouse idéale pour un héritier comme Alexandre. Mais dès les premiers échanges, Amélie avait perçu chez cette femme une froideur calculatrice et une arrogance qui la mettait profondément mal à l'aise. « Vous devez être la domestique dont on m'a parlé », avait déclaré Céleste en entrant dans le salon principal, sans même prendre la peine de saluer Amélie correctement. « J'espère que vous comprenez l'importance de ce mariage et que vous saurez vous tenir à votre place. » Le ton condescendant et le regard méprisant qui accompagnaient ces paroles avaient fait bouillir le sang d'Amélie.
Mais elle avait serré les dents et répondu avec une politesse glaciale « Bien sûr, mademoiselle Beaumont, je suis là pour que tout se passe parfaitement. » Dès cet instant, une guerre silencieuse mais implacable s'était déclarée entre les deux femmes. Les semaines suivantes ont vu s'intensifier les provocations de Céleste envers Amélie, comme si la future épouse d'Alexandre pressentait instinctivement que cet employé représentait une menace pour ses projets. Lors de chaque visite au château, Céleste trouvait un prétexte pour humilier publiquement Amélie devant les autres membres du personnel ou les invités. « Cette argenterie n'est pas assez brillante », déclarait-elle d'une voix suffisamment forte pour être entendue de tous, en examinant de près une pièce qu'Amélie venait de polir à la perfection. « Il faudra recommencer tout le travail. » Ou encore, « Ces fleurs dans l'entrée sont mal arrangées. N'y a-t-il personne dans cette maison qui sache faire correctement son travail ?» Ces attaques répétées auraient pu briser l'esprit d'une personne moins déterminée, mais elles ne faisaient qu'attiser la flamme de résistance qui grandissait dans le cœur d'Amélie. Chaque humiliation tentée par Céleste était accueillie par un sourire serein et une réponse d'une politesse parfaite qui déstabilisait visiblement la jeune aristocrate. « Vous avez tout à fait raison, mademoiselle Beaumont, » répondait Amélie avec un calme olympien. « Je vais m'occuper de corriger cela immédiatement. » Cette dignité inébranlable commençait à agacer profondément Céleste, qui s'attendait à voir Amélie se décomposer sous ses attaques. Alexandre, témoin silencieux de ses joutes verbales, souffrait visiblement de voir la femme qu'il aimait subir les humiliations de sa future épouse, mais sa position délicate l'empêchait d'intervenir ouvertement. Amélie le surprenait parfois en train de l'observer, avec un mélange d'admiration et de culpabilité, quand elle répondait avec élégance aux provocations de Céleste. Un après-midi de novembre, alors que Céleste venait encore de critiquer publiquement la façon dont Amélie avait dressé la table pour le déjeuner, Alexandre n'avait pas pu s'empêcher de dire « Je trouve que tout est parfait, Céleste. Amélie fait un travail remarquable. » Le regard noir que lui avait lancé sa fiancée et le sourire reconnaissant qu'Amélie lui avait adressé discrètement avaient créé une tension palpable dans la pièce. Ce soir-là, Alexandre avait retrouvé Amélie dans la bibliothèque, leur refuge secret, et lui avait pris les mains avec tendresse. « Je suis désolé, » avait-il murmuré. « Je sais que Céleste te rend la vie difficile, et je me déteste de ne pas pouvoir te défendre comme tu le mérites. » Amélie avait posé un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. « Ne t'excuse pas, Alexandre. Ce que nous vivons ensemble me donne la force de supporter n'importe quoi. » Et puis, avait-elle ajouté avec un sourire malicieux, « Ta future épouse découvre peut-être que l'humilier une simple employée n'est pas aussi facile qu'elle le pensait. » Cette période de tension constante avait paradoxalement renforcé la détermination d'Amélie et lui avait révélé des aspects de sa personnalité qu'elle ignorait posséder. Chaque tentative d'humiliation de Céleste était devenue pour elle un défi à relever, une occasion de prouver sa valeur et sa dignité. Quand Céleste organisait des réunions avec les fournisseurs du mariage et critiquait systématiquement les choix d'Amélie, cette dernière arrivait toujours préparée avec des alternatives si parfaites qu'elle laissait la future mariée sans argument. « Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas ?» avait fini par dire Céleste un jour avec une pointe d'agacement dans la voix. « J'essaie de donner le meilleur de moi-même », avait répondu Amélie simplement, sans se départir de son sourire respectueux mais déterminé. Cette force tranquille qu'elle développait ne passait pas inaperçue auprès des autres membres de la famille Moreau. Madame Claire observait avec une admiration croissante la façon dont Amélie gérait les provocations de Céleste et elle se confiait parfois à son mari. Cette jeune femme a un caractère exceptionnel, Henri. Elle ne se laisse jamais déstabiliser et trouve toujours la réponse appropriée. C'est le genre de personne qu'on aimerait avoir dans la famille. Ces commentaires de sa mère n'échappaient pas à Alexandre, qui y voyait peut-être un signe que leur amour n'était pas aussi impossible qu'il le craignait. Au fur et à mesure que la date du mariage approchait, fixée au premier samedi de décembre, les moments d'intimité entre Alexandre et Amélie se faisaient plus rares, mais aussi plus intenses. Ils avaient appris à se retrouver dans des endroits improbables. L'atelier de peinture tard le soir, le cellier où étaient stockés les meilleurs vins de la propriété, ou encore la serre aux orchidées que Madame Moreau entretenait avec passion. Lors de ces rencontres secrètes, ils parlaient de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet du mariage qui se rapprochait inexorablement. Alexandre lui montrait ses dernières toiles, des paysages mélancoliques qui reflétaient son état d'âme, tandis qu'Amélie lui lisait ses nouveaux poèmes, des textes de plus en plus empreints d'une force et d'une détermination qui surprenaient Alexandre. « Tu changes, Amélie.
lui avait-il dit un soir en caressant doucement ses cheveux. Il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose de plus fort. Amélie avait souri et répondu « Peut-être que l'amour nous révèle qui nous sommes vraiment. Peut-être que j'apprends enfin à me battre pour ce qui compte vraiment. » Ces paroles avaient fait naître une lueur d'espoir dans les yeux d'Alexandre, même s'il n'osait pas encore y croire complètement. La transformation d'Amélie ne passait pas inaperçue non plus auprès de Céleste, qui sentait confusément que cet employé qu'elle tentait d'humilier lui échappait complètement. Lors d'une de ses dernières visites avant le mariage, Céleste avait essayé une nouvelle tactique, plus directe et plus cruelle. « Dites-moi, Amélie, » avait-elle commencé avec un sourire faussement amical, « vous n'avez jamais eu envie de vous marier, de fonder une famille. Il me semble qu'à votre âge, la plupart des femmes de votre condition ont déjà trouvé un mari. » L'allusion était claire et blessante, mais Amélie avait soutenu son regard sans ciller. « Je crois au grand amour, mademoiselle Beaumont, » avait-elle répondu avec une assurance tranquille. « Je préfère attendre l'homme qui saura voir ma valeur, plutôt que me contenter d'un arrangement de convenance. » Le sous-entendu était si évident que Céleste avait rougi de colère, comprenant parfaitement que cette domestique osait critiquer son propre mariage. « Vous avez des idées bien romantiques pour quelqu'un de votre position, » avait-elle sifflé entre ses dents. « La réalité vous rattrapera bien assez tôt. » Mais Amélie n'avait pas baissé les yeux, et dans son regard brillait une détermination qui avait visiblement troublé Céleste. « Peut-être, mademoiselle, ou peut-être que la réalité vous surprendra, vous aussi. » Cette conversation marquait un tournant dans leur relation. Céleste venait de comprendre qu'Amélie n'était pas une adversaire qu'elle pourrait facilement écraser. Les derniers jours avant le mariage ont été marqués par une effervescence fébrile dans tout le château. Les fleuristes, les traiteurs, les musiciens se succédaient pour les derniers préparatifs, et Amélie orchestrait tout cela avec une efficacité remarquable, cachant sa douleur derrière un professionnalisme irréprochable. La veille de la cérémonie, alors qu'elle vérifiait une dernière fois que tout était en ordre dans la grande salle de réception, Alexandre était venu la trouver. Il avait l'air épuisé, tiraillé entre ses sentiments et ses obligations. « Amélie, » avait-il murmuré en s'approchant d'elle, « je veux que tu saches que quoi qu'il arrive demain, tu resteras la femme de ma vie. Ce mariage ne changera rien à l'amour que je porte pour toi. » Amélie avait posé sa main sur sa joue et lui avait souri avec une tendresse infinie. « Et moi, Alexandre, je veux que tu saches que je ne renoncerai jamais à nous. L'amour véritable ne se contente pas de se cacher dans l'ombre. Il mérite de vivre au grand jour. » Ces paroles avaient en fait frissonner Alexandre, qui y avait perçu une détermination nouvelle, presque inquiétante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» avait-il demandé, mais Amélie s'était contentée de sourire mystérieusement avant de retourner à ses préparatifs. Cette nuit-là, elle n'avait pas fermé l'œil, pesant et repesant la décision qui prenait forme dans son esprit, une décision qui allait changer le cours de leur vie pour toujours. Le samedi 1er décembre se leva avec un ciel d'un bleu cristallin, comme si la nature elle-même voulait offrir un écrin parfait à cette journée qui allait marquer un tournant dans la vie de tous les protagonistes de cette histoire. Dès l'aube, le château Moreau s'anima d'une activité intense. Les derniers préparatifs du mariage le plus attendu de la saison sociale provençale battaient leur plein. Amélie s'était levée avant tout le monde, comme elle en avait pris l'habitude ces dernières semaines, pour superviser les ultimes détails de cette cérémonie qu'elle avait organisée avec une perfection douloureuse. En descendant dans la cuisine, elle avait croisé le regard inquiet de Marie, la cuisinière en chef qui travaillait au château depuis 15 ans. « Ma petite Amélie, » lui avait dit la femme d'une 50aine d'années en lui tendant une tasse de café fumant, « tu as une mine terrible. Tu as dormi cette nuit. » Amélie avait souri faiblement et secoué la tête. « Les grands jours comme celui-ci, on ne dort jamais vraiment, n'est-ce pas ?» Marie l'avait observé avec attention, percevant dans sa voix quelque chose d'étrange, une tension particulière qui n'avait rien à voir avec le stress habituel des préparatifs. « Il y a autre chose qui te tracasse, ma chérie, je le sens. » Mais Amélie s'était contentée de boire son café en silence, les yeux perdus vers les jardins où les jardiniers installaient déjà les dernières décorations florales. La matinée avait filé à une vitesse vertigineuse, dans un ballet parfaitement orchestré de prestataires, de décorateurs et de membres de la famille qui s'affairaient aux derniers préparatifs. Amélie était partout à la fois, vérifiant que les bouquets étaient disposés selon ses indications précises, s'assurant que le service de table en porcelaine de Limoges brillait de 1000 feux, coordonnant l'arrivée des musiciens qui allaient accompagner la cérémonie. Sa robe noire simple mais élégante, qu'elle avait choisie avec soin pour cette journée, lui donnait une allure à la fois discrète et distinguée qui n'échappait à personne. Vers 10 heures, les premiers invités avaient commencé à arriver.
Des familles aristocratiques de toute la région, des hommes d'affaires influents, des personnalités politiques locales, tout le gratin de la société provençale s'était donné rendez-vous au château Moreau pour célébrer cette union qui scellait l'alliance entre deux des familles les plus respectées de la région. Amélie les accueillait avec une courtoisie parfaite, guidant chacun vers sa place, répondant aux questions avec un sourire professionnel qui cachait la tempête émotionnelle qui faisait rage dans son cœur. Mais au fond d'elle, une résolution inébranlable prenait forme, nourrie par des mois de réflexion et par la certitude que l'amour véritable méritait de se battre contre toutes les conventions sociales. Céleste était arrivée en début d'après-midi, accompagnée d'un cortège digne d'une reine. Sa mère, ses demoiselles d'honneur, son coiffeur personnel, sa maquilleuse et une nuée d'assistantes qui s'agitaient autour d'elle comme des abeilles autour de leur reine. Elle portait une robe de mariée somptueuse signée d'un grand couturier parisien, une création en dentelle de Calais et soie sauvage qui avait coûté une fortune et qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon sophistiqué orné d'un diadème de famille qui avait appartenu à sa grand-mère, et son maquillage était d'une perfection glacée qui accentuait encore sa beauté aristocratique. Quand elle était entrée dans le salon principal, où Amélie vérifiait une dernière fois l'arrangement des fleurs, un silence s'était installé. Céleste avait toisé Amélie de la tête aux pieds, et un sourire condescendant avait étiré ses lèvres parfaitement glossées. « Eh bien, ma chère Amélie, » avait-elle dit d'une voix suffisamment forte pour être entendue par tous les présents, « j'espère que vous réalisez que c'est probablement la dernière fois que vous assistez à un événement de cette envergure. Après mon mariage, les choses vont changer dans cette maison. » Le message était clair. Céleste comptait se débarrasser d'Amélie dès qu'elle serait devenue maîtresse des lieux. Mais au lieu de baisser les yeux comme Céleste s'y attendait, Amélie avait soutenu son regard avec une assurance tranquille qui avait surpris tout le monde. « Vous avez raison, mademoiselle Beaumont », avait répondu Amélie d'une voix claire et posée. C'est effectivement un jour particulier, un jour où la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Il y avait quelque chose dans le ton d'Amélie, une détermination nouvelle qui avait fait froncer les sourcils de Céleste. « Que voulez-vous dire exactement ?» avait demandé la future mariée avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Mais Amélie s'était contentée de sourire mystérieusement avant de répondre. « Je veux dire que les plus beaux mariages sont ceux où les époux s'aiment vraiment, mademoiselle. N'êtes-vous pas d'accord ?» Cette remarque apparemment innocente avait fait rougir Céleste de colère, car elle touchait exactement au point faible de cette union arrangée. « Bien sûr que nous nous aimons », avait-elle répliqué avec une véhémence qui trahissait son malaise. « Alexandre et moi formons le couple parfait. » Amélie avait hoché la tête avec une expression pensive. « Bien sûr, et je suis certaine que M. Alexandre partage entièrement cette opinion. » La façon dont elle avait prononcé ces mots, avec une ironie à peine perceptible mais bien réelle, avait semé un doute dans l'esprit de Céleste. Pour la première fois depuis des mois, la future épouse d'Alexandre se demandait si cet employé ne savait pas quelque chose qu'elle ignorait. L'heure de la cérémonie approchait rapidement, et le stress était palpable dans tout le château. Alexandre, qui s'était préparé dans ses appartements avec l'aide de son témoin et ami d'enfance, était descendu dans le salon principal vers 15 heures. Il portait un smoking sur mesure qui lui donnait une élégance naturelle, mais son visage trahissait une anxiété profonde qui n'échappait à personne. Quand ses yeux avaient croisé ceux d'Amélie à travers la foule des invités, une émotion intense était passée entre eux, un mélange d'amour désespéré et de résignation douloureuse qui avait serré le cœur de la jeune femme. Alexandre avait essayé de lui adresser un sourire rassurant, mais Amélie avait vu dans ses yeux toute la souffrance qu'il tentait de dissimuler. C'est à ce moment précis qu'elle avait pris sa décision définitive. Elle ne pouvait pas laisser l'homme qu'elle aimait sacrifier son bonheur sur l'autel des conventions sociales. Elle ne pouvait pas rester passive pendant qu'il s'enchaînait pour la vie à une femme qu'il n'aimait pas. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Mais sa résolution était inébranlable. Quoi qu'il lui en coûte, elle allait se battre pour leur amour. La cérémonie devait avoir lieu dans la chapelle privée du château, un petit bijou architectural du XVIIIe siècle où plusieurs générations de Moreau avaient prononcé leurs vœux de mariage. Les bancs en chêne sculpté étaient décorés de bouquets de roses blanches et de branches de lavande qui embaumaient l'air de leur parfum délicat. L'autel était orné d'un arrangement floral somptueux qu'Amélie avait composé elle-même avec une ironie amère, sachant qu'elle participait à la mise en scène de la destruction de ses propres rêves. Vers 16 heures, les invités avaient commencé à prendre place dans la chapelle,
dans un murmure respectueux ponctué par les accords délicats du quatuor à cordes qui interprétait des mélodies de Bach. Amélie se tenait discrètement au fond de la chapelle, officiellement pour s'assurer que tout se déroulait parfaitement, mais en réalité pour se donner le courage de faire ce qu'elle avait décidé. Son cœur battait à tout rompre, et elle sentait ses mains trembler légèrement, mais une force qu'elle ne se connaissait pas l'habitait tout entière. Elle pensait à tous ces mois passés à aimer Alexandre en silence, à toutes ces humiliations subies de la part de Céleste, à tous ces moments de bonheur volés qu'ils avaient partagés dans le secret. Non, elle ne pouvait pas laisser tout cela finir dans cette mascarade de mariage sans rien tenter. Quand Alexandre était entré dans la chapelle au bras de son père, un silence religieux s'était installé parmi l'assemblée. Il était magnifique dans son smoking, mais Amélie avait immédiatement perçu la tristesse profonde qui émanait de toute sa personne. Il avançait vers l'autel comme un condamné marche vers l'échafaud, et cette vision avait brisé le cœur d'Amélie, tout en renforçant sa détermination. Alexandre avait pris place face au prêtre, un homme âgé qui connaissait la famille depuis des décennies, et avait attendu sa future épouse en fixant obstinément le sol. Quelques minutes plus tard, les premières notes de la marche nuptiale avaient résonné dans la chapelle, et Céleste était apparue au bras de son père. Elle était éblouissante de beauté dans sa robe de rêve, et des murmures d'admiration avaient parcouru l'assemblée. Mais Amélie ne voyait que le visage d'Alexandre, qui s'était crispé douloureusement à la vue de sa future épouse. Quand Céleste avait rejoint Alexandre devant l'autel, elle lui avait adressé un sourire triomphant qui ne présageait rien de bon pour leur vie future. Le prêtre avait commencé la cérémonie d'une voix solennelle, et chaque mot prononcé était comme un coup de poignard dans le cœur d'Amélie. « Mes chers frères et sœurs, » avait commencé l'officiant, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Alexandre et Céleste, deux âmes qui ont choisi de lier leur destin devant Dieu et devant vous tous. » Les premières parties de la cérémonie s'étaient déroulées selon le rituel traditionnel, mais Amélie sentait que le moment fatidique approchait. Ses jambes tremblèrent légèrement, et elle avait dû s'appuyer discrètement contre le mur de la chapelle pour ne pas chanceler. Tout son être était tendu vers cet instant où elle allait jouer le tout pour le tout, où elle allait risquer sa position, sa réputation, peut-être même sa sécurité, pour défendre son amour. Quand le prêtre était arrivé à la partie cruciale de la cérémonie, sa voix avait résonné clairement dans la chapelle silencieuse. Si quelqu'un connaît un empêchement légal à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'était le moment qu'Amélie attendait, celui pour lequel elle avait rassemblé tout son courage. Un silence pesant s'était installé dans la chapelle, et elle avait senti tous les regards se tourner vers elle quand elle s'était avancée de quelques pas. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser, mais sa voix était sortie claire et ferme quand elle avait prononcé les mots qui allaient changer le cours de leur vie. « Moi, j'ai quelque chose à dire. » Un murmure de stupéfaction avait parcouru l'assemblée, et Alexandre s'était retourné brusquement, le visage livide de surprise et d'émotion. Céleste, elle, était devenue écarlate de rage et d'humiliation. « Comment osez-vous » avait-elle sifflé entre ses dents, mais Amélie ne l'entendait plus. Elle ne voyait qu'Alexandre et dans ses yeux, elle lisait un mélange de terreur et d'espoir qui lui donnait la force de continuer. « Monsieur le prêtre » avait dit Amélie d'une voix qui portait dans toute la chapelle, « je ne peux pas laisser cette cérémonie continuer sans dire la vérité. » Elle s'était avancée encore, et maintenant tous les invités la regardaient avec un mélange de curiosité et de scandale. Cette union ne peut pas avoir lieu parce qu'elle est basée sur un mensonge. Monsieur Alexandre Moreau n'aime pas cette femme, et elle ne l'aime pas non plus. Il se marie par intérêt, par convenance sociale, mais pas par amour. Un silence de mort s'était abattu sur la chapelle, ponctué seulement par le cri d'indignation de Céleste. « Comment cette domestique ose-t-elle interrompre mon mariage? Faites-la sortir immédiatement. » Mais Amélie ne s'était pas laissée impressionner. Elle avait continué, le regard fixé sur Alexandre qui semblait pétrifié. « Je sais tout cela parce que Alexandre m'aime et que je l'aime aussi. Nous nous aimons depuis 3 ans, et cet amour est la seule chose vraie dans cette mascarade. » L'effet de ces paroles avait été immédiat. Des exclamations de surprise et d'indignation avaient fusé de toutes parts. Céleste était devenue livide de rage, et Alexandre avait fait un pas vers Amélie, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Le chaos qui avait suivi la déclaration d'Amélie dans la chapelle avait été indescriptible. Céleste, folle de rage et d'humiliation, s'était mise à crier « Cette follement! Comment pouvez-vous croire les divagations d'une simple domestique? Alexandre, dis-leur que c'est faux. » Mais Alexandre, debout devant l'autel dans son smoking froissé par l'émotion, regardait Amélie avec une intensité qui parlait plus fort que tous les mots.
Ses yeux brillaient d'un mélange d'amour, de reconnaissance et d'une liberté nouvelle qu'il n'avait jamais osé espérer. Lentement, sous les regards stupéfaits de l'assemblée, il avait commencé à défaire son nœud papillon, puis il avait retiré sa veste qu'il avait laissée tomber au pied de l'autel. « Amélie a raison », avait-il dit d'une voix qui tremblait d'émotion, mais qui portait clairement dans toute la chapelle. « Je ne peux pas épouser Céleste parce que mon cœur appartient à une autre. Il appartient à cette femme courageuse qui vient de risquer sa vie entière pour sauver la mienne. » Ces paroles avaient eu l'effet d'une bombe dans l'assistance. Des cris d'indignation, des murmures scandalisés et des exclamations de surprise avaient fusé de toutes parts, créant une cacophonie qui reflétait parfaitement le bouleversement de cette journée qui devait être si parfaite. Monsieur Henri Moreau s'était levé de son banc, le visage rouge de colère et de confusion. « Alexandre, tu ne peux pas faire ça. Pense à notre famille, à notre réputation, aux conséquences de tes actes. » Mais son fils l'avait regardé avec une détermination qu'il ne lui avait jamais vue. « Papa, j'ai pensé aux conséquences toute ma vie. J'ai pensé à notre réputation, à nos affaires, à tout ce qui était supposé être important. Mais aujourd'hui, grâce au courage d'Amélie, je réalise que la seule chose qui compte vraiment, c'est d'être honnête avec soi-même et avec ceux qu'on aime. » Il s'était tourné vers l'assemblée stupéfaite et avait continué d'une voix plus forte. « Oui, j'aime Amélie Dubois. Je l'aime depuis 3 ans. Et cet amour est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je refuse de gâcher ma vie et celle de Céleste en perpétuant ce mensonge. » Alexandre avait alors quitté l'autel et s'était dirigé vers Amélie, qui se tenait toujours debout au fond de la chapelle, tremblante mais droite comme un i. Quand il avait pris ses mains dans les siennes, des larmes de joie et de soulagement avaient coulé sur les joues de la jeune femme. « Merci », avait-il murmuré en la regardant dans les yeux. « Merci d'avoir eu le courage que je n'avais pas. » Céleste, abandonnée devant l'autel dans sa robe de mariée somptuaire, était dans un état de rage indescriptible. Son maquillage parfait coulait sous les larmes de colère et d'humiliation, et sa coiffure sophistiquée commençait à se défaire. « Vous allez me le payer !» avait-elle hurlé en pointant un doigt accusateur vers Amélie. « Ma famille va vous détruire. Vous ne trouverez plus jamais de travail nulle part. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Mais Amélie, forte du soutien d'Alexandre qui tenait fermement sa main, avait regardé Céleste sans ciller. « Mademoiselle Beaumont, » avait-elle dit d'une voix calme mais ferme, « je suis désolée que les choses se passent ainsi, mais je ne pouvais pas laisser Alexandre sacrifier sa vie pour une union sans amour. Vous méritez mieux que ça, vous aussi. Vous méritez quelqu'un qui vous aimera vraiment. » Cette réponse pleine de dignité avait encore plus exaspéré Céleste, qui s'attendait à voir Amélie s'effondrer sous ses menaces. « Vous osez me faire la morale? Vous, une vulgaire employée de maison qui séduit le fils de ses patrons ?» Les mots étaient cruels, destinés à blesser et à humilier, mais ils n'atteignaient plus Amélie qui avait trouvé une force nouvelle dans l'amour d'Alexandre et dans le courage qu'elle venait de démontrer. C'est à ce moment que Madame Claire Moreau s'était levée de son banc et sa réaction allait surprendre tout le monde, y compris son propre mari. Au lieu de la colère attendue, son visage exprimait une émotion complexe mêlant surprise, réflexion et même une certaine admiration. « Taisez-vous, Céleste », avait-elle dit d'une voix ferme qui avait fait sursauter tout le monde. « Vous parlez d'une jeune femme que je respecte énormément, une jeune femme qui travaille dans notre maison depuis 3 ans, avec un dévouement et une intégrité remarquables. » Elle s'était approchée d'Amélie et d'Alexandre, et tous les invités avaient retenu leur souffle en attendant sa réaction. « Amélie, » avait-elle dit en posant une main maternelle sur l'épaule de la jeune femme, « ce que vous venez de faire demande un courage extraordinaire. Vous avez risqué votre sécurité, votre avenir, pour empêcher mon fils de commettre une erreur qui aurait gâché sa vie. » Elle s'était tournée vers Alexandre avec un sourire triste, mais compréhensif. « Mon fils, j'avoue que je suis choqué par la façon dont les choses se révèlent aujourd'hui, mais je ne peux pas dire que je suis surprise. Ces derniers mois, je vous voyais dépérir, vous perdre dans cette obligation de mariage qui vous pesait visiblement. Et Amélie rayonnait d'une tristesse qui m'inquiétait sans que je comprenne pourquoi. » La réaction de Madame Moreau avait créé un nouveau silence dans la chapelle, mais cette fois-ci, c'était un silence de réflexion plutôt que de scandale. Plusieurs invités commençaient à observer la scène avec un regard différent, se rappelant peut-être leurs propres amours de jeunesse, leurs propres compromis avec les conventions sociales. Le père de Céleste, M. Beaumont, un homme d'affaires impitoyable habitué à contrôler toutes les situations, s'était approché du groupe avec un visage fermé. « Cette situation est inacceptable », avait-il déclaré d'une voix glaciale. « Notre famille ne peut pas tolérer une telle humiliation. Céleste, nous partons immédiatement. »
Mais sa fille, malgré sa colère et son humiliation, semblait hésiter. Pour la première fois depuis des mois, elle regardait vraiment Alexandre, et peut-être qu'elle commençait à comprendre qu'épouser un homme qui n'était pas amoureux d'elle n'était effectivement pas une victoire. « Papa », avait-elle murmuré, « peut-être qu'ils ont raison, peut-être que nous nous trompons tous. » Mais son père l'avait saisie par le bras avec fermeté. « Nous reparlerons de tout cela à la maison. Pour l'instant, nous devons préserver notre dignité. » Céleste avait jeté un dernier regard vers Alexandre et Amélie, un regard où se mêlait encore la colère et peut-être une pointe de respect pour le courage dont venait de faire preuve la jeune employée. Les semaines qui avaient suivi cette journée mémorable avaient été marquées par un véritable bouleversement dans la vie de tous les protagonistes de cette histoire. Le scandale avait fait le tour de toute la région en quelques jours, alimentant les conversations dans tous les salons de Provence. Certains condamnaient fermement la conduite d'Alexandre et d'Amélie, y voyant une transgression inacceptable des règles sociales établies. D'autres, plus romantiques ou plus progressistes, applaudissaient secrètement ce triomphe de l'amour sur les conventions. Mais au château Moreau, après les premiers jours de tension et de discussions familiales houleuses, une atmosphère nouvelle s'était installée. Monsieur Henri Moreau, après avoir surmonté sa colère initiale et sa déception concernant les arrangements commerciaux qui tombaient à l'eau avec l'annulation du mariage, avait fini par avoir une longue conversation avec son fils. « Alexandre, » lui avait-il dit un soir dans son bureau, « je ne comprends pas encore complètement tes choix, mais je ne peux pas nier que tu sembles plus heureux maintenant qu'au cours des derniers mois. Et cette jeune femme, elle a montré un caractère remarquable. » Cette acceptation progressive du père de famille avait représenté un tournant crucial dans l'évolution de la situation. Amélie, de son côté, avait vécu ces semaines dans un mélange constant d'euphorie et d'anxiété. L'euphorie de voir enfin son amour reconnu et partagé au grand jour, l'anxiété face aux conséquences sociales de son geste audacieux. Mais le soutien indéfectible de la famille Moreau l'avait rapidement rassurée. Madame Claire, en particulier, s'était montrée d'une bienveillance touchante, traitant désormais Amélie non plus comme une employée, mais comme un membre potentiel de la famille. « Ma chère enfant », lui avait-elle dit un matin en prenant le thé avec elle dans le petit salon, « vous avez transformé cette maison. Depuis que vous êtes arrivée, et encore plus depuis que cette vérité a éclaté, il y a une joie nouvelle dans ces murs. » Alexandre sourit à nouveau, et cela n'a pas de prix. Pas. Cette reconnaissance de la part de la famille qu'elle servait depuis 3 ans avait profondément ému Amélie, qui avait parfois du mal à croire que son rêve impossible était en train de se réaliser. Les longues promenades qu'elle faisait désormais avec Alexandre dans les jardins du château, sans avoir besoin de se cacher, sans craindre d'être découvert, lui donnaient un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. L'évolution de leur relation, désormais officialisée aux yeux de tous, avait pris une dimension encore plus profonde et plus tendre. Alexandre se montrait d'une prévenance constante envers Amélie, comme s'il voulait rattraper toutes ces années où ils avaient dû aimer en secret. Il lui faisait découvrir tous les recoins du domaine familial qu'elle ne connaissait pas encore, lui présentait officiellement aux amis de la famille qui venaient en visite, l'incluait dans toutes les conversations importantes concernant l'avenir de la propriété. « Tu fais partie de ma vie maintenant, Amélie », lui répétait-il souvent. « Plus jamais nous n'aurons à nous cacher. » Cette liberté nouvelle leur permettait de découvrir des aspects de leur personnalité qu'ils n'avaient jamais pu exprimer pleinement. Alexandre peignait avec une inspiration renouvelée, créant des toiles lumineuses qui reflétaient son bonheur retrouvé, tandis qu'Amélie se remettait à écrire des poèmes empreints d'une joie sereine qu'elle n'avait jamais connue. Un soir de janvier, alors qu'il se promenait dans les vignes sous un ciel étoilé, Alexandre s'était arrêté et avait pris les mains d'Amélie dans les siennes. « Épouse-moi », avait-il dit simplement. « Épouse-moi pour que le monde entier sache que notre amour a triomphé de tout. » Amélie avait senti son cœur exploser de bonheur, et sa réponse avait fusé sans l'ombre d'une hésitation. « Oui, Alexandre, oui, de tout mon cœur. » Leur mariage avait été célébré au printemps suivant, dans la même chapelle où Alexandre devait épouser Céleste quelques mois plus tôt. Mais cette fois-ci, la cérémonie baignait dans une atmosphère de joie authentique et d'émotion véritable qui touchait tous les présents. Amélie portait une robe simple mais élégante que Madame Moreau avait insisté pour lui offrir, et son visage rayonnait d'un bonheur si évident que même les plus sceptiques ne pouvaient douter de la sincérité de ses sentiments. Alexandre, lui, avait retrouvé toute sa prestance naturelle, et quand il avait prononcé ses vœux, sa voix vibrait d'une émotion si pure que plusieurs invités avaient eu les larmes aux yeux. Amélie,
avait-il dit en la regardant droit dans les yeux. Tu m'as appris que le véritable courage consiste à suivre son cœur malgré tous les obstacles. Tu as transformé ma vie, et je promets de passer le reste de mes jours à te rendre heureuse. » Quand le prêtre les avait déclarés mari et femme, les applaudissements qui avaient éclaté dans la chapelle venèrent du cœur, portés par l'émotion de voir deux êtres qui s'aimaient vraiment s'unir enfin devant Dieu et devant les hommes. 2 mois après leur mariage, Amélie avait fait une découverte qui allait combler de bonheur le jeune couple. Elle attendait un enfant. Quand elle avait annoncé la nouvelle à Alexandre un matin de mai, dans leur chambre inondée de soleil, il l'avait prise dans ses bras et avait tourné avec elle en riant de joie. « Notre amour va donner naissance à une nouvelle vie », avait-il murmuré contre ses cheveux. « Comment ai-je pu être assez fou pour penser que je pouvais vivre sans toi ?» Cette grossesse avait été accueillie avec un enthousiasme débordant par toute la famille Moreau. Madame Claire s'était immédiatement mise en mode grand-mère attentionnée, veillant à ce qu'Amélie ne manque de rien, et prodiguant 1000 conseils bienveillants. Monsieur Henri, lui, ne cachait plus sa fierté d'avoir bientôt un petit-fils ou une petite-fille, et il passait des heures à expliquer à Alexandre les modifications qu'il faudrait apporter au château pour accueillir le nouveau membre de la famille. « Cette maison va enfin résonner de rires d'enfants », disait-il souvent avec émotion. C'est exactement ce dont elle avait besoin. La grossesse d'Amélie scellait définitivement son intégration dans la famille Moreau et effaçait les dernières réticences de ceux qui avaient pu critiquer leur union. L'été qui avait suivi l'annonce de la grossesse d'Amélie avait été l'un des plus beaux de toute l'histoire du château Moreau. La jeune femme s'épanouissait dans sa nouvelle vie avec une grâce naturelle qui émerveillait tous ceux qui la côtoyaient. Son ventre s'arrondissait doucement sous les robes fluides qu'elle portait désormais, et son visage rayonnait de cette beauté particulière des femmes enceintes heureuses. Alexandre ne quittait plus sa femme d'une semelle, multipliant les attentions délicates et les prévenances touchantes qui faisaient sourire toute la maisonnée. Il est encore plus amoureux qu'avant, si c'est possible, confiait Marie, la cuisinière, aux autres membres du personnel, avec un sourire attendri. Hier, je l'ai vu cueillir des fraises dans le potager pour les apporter à Madame Amélie. Un homme de son rang qui va aux fraises, qui aurait cru ça possible? Cette transformation d'Alexandre, qui était passé d'un héritier mélancolique et résigné à un mari épanoui et attentionné, était visible par tous, et représentait la plus belle récompense pour Amélie, qui avait pris tant de risques pour sauver leur amour. Les mois d'été avaient aussi permis à Amélie de découvrir pleinement sa nouvelle position de maîtresse de maison, un rôle qu'elle assumait avec une élégance naturelle, malgré ses origines modestes. Madame Claire l'avait prise sous son aile pour lui enseigner toutes les subtilités de la gestion d'un domaine comme celui des Moreau, mais elle était constamment surprise par l'intuition et l'intelligence d'Amélie. « Cette jeune femme a un don naturel pour organiser et pour diriger », confiait-elle souvent à son mari. Elle comprend instinctivement ce qui doit être fait et elle sait parler à chacun avec exactement le ton qu'il faut. Amélie avait notamment réorganisé tout le système de gestion du personnel domestique, instaurant une atmosphère plus chaleureuse et plus collaborative qui avait immédiatement amélioré l'efficacité de toute la maisonnée. Elle avait aussi développé de nouveaux projets pour le domaine, comme la création d'un jardin d'herbes aromatiques destiné à la cuisine du château et l'ouverture de certaines parties de la propriété pour des visites guidées qui permettraient de faire découvrir l'histoire de la famille Moreau aux touristes de passage. Ces initiatives, soutenues avec enthousiasme par Alexandre et approuvées par ses beaux-parents, montraient qu'Amélie n'était pas seulement une épouse aimante, mais aussi une partenaire de valeur pour l'avenir de la famille. L'automne était arrivé avec ses couleurs flamboyantes, et avec lui approchait le terme de la grossesse d'Amélie. La future maman était suivie par le meilleur médecin de la région, un homme de confiance de la famille Moreau qui s'était montré rassurant sur le déroulement de cette première grossesse. « Madame Alexandre, lui disait-il lors de ses visites mensuelles, vous avez une constitution excellente et votre bébé se développe parfaitement. Je prévois un accouchement sans complications. » Ces paroles rassuraient Alexandre qui, malgré son bonheur immense, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour la santé de sa femme et de leur enfant à naître. Il avait fait aménager une nursery somptueuse dans l'une des plus belles chambres du château, celle qui donnait sur les jardins et qui était baignée de lumière toute la journée. « Notre enfant aura la plus belle vue du monde dès sa naissance », disait-il souvent en caressant le ventre d'Amélie. « Il grandira entouré de beauté et d'amour. » Cette nursery était devenue le lieu de prédilection d'Amélie, qui passait de longues heures à imaginer la vie qu'elle partagerait bientôt avec son bébé dans cette maison qui était devenue son havre de paix. Le 15 novembre, par une matinée claire et froide typique de l'automne provençal,
Amélie avait ressenti les premières contractions alors qu'elle prenait son petit déjeuner avec Alexandre dans la véranda qui donnait sur les vignes dorées par les premières gelées. « Je crois que c'est le moment », avait-elle dit simplement en posant sa main sur son ventre, et Alexandre était devenu livide d'émotion et d'anxiété. Déjà? Mais le médecin avait dit fin novembre. Amélie avait souri avec cette sérénité qu'elle gardait toujours dans les moments importants. « Les bébés ont leur propre calendrier, mon chéri. Va chercher le docteur et surtout, reste calme. » L'accouchement s'était déroulé exactement comme l'avait prédit le médecin, sans complications, dans la chambre principale du château transformée pour l'occasion en maternité de fortune. Madame Claire avait assisté sa belle-fille avec un dévouement maternel touchant, tandis qu'Alexandre faisait les 100 pas dans le couloir en compagnie de son père qui tentait de le rassurer. « Mon fils, » lui répétait monsieur Henri, « ta femme est courageuse et forte. Fais-lui confiance, tout va bien se passer. » Et effectivement, après quelques heures qui avaient semblé des siècles à Alexandre, les pleurs d'un nouveau-né avaient résonné dans le château, suivis immédiatement par le cri de joie de Madame Claire. C'est une fille, une magnifique petite fille. L'arrivée de cette petite Louise, ainsi prénommée en hommage à l'arrière-grand-mère d'Alexandre, avait transformé l'atmosphère du château de façon magique. Dès les premières heures de sa vie, la petite fille avait conquis tous les cœurs avec ses cheveux châtains, qui rappelaient ceux de son père, et ses yeux d'un bleu profond, hérité de sa mère. Alexandre, qui tenait sa fille dans ses bras avec une précaution infinie, ne pouvait détacher son regard de ce petit être qui représentait la concrétisation de son amour avec Amélie. « Elle est parfaite », murmurait-il sans cesse en caressant la joue veloutée du bébé. « Absolument parfaite. » Amélie, épuisée mais radieuse, observait son mari découvrir les joies de la paternité avec une émotion indescriptible. « Elle a tes mains », remarquait-elle en souriant. « De longues mains d'artiste. Peut-être qu'elle peindra comme son papa. » Cette remarque faisait toujours sourire Alexandre, qui imaginait déjà sa fille grandir dans l'atelier qu'il avait installé au dernier étage du château, apprenant à manier les pinceaux et les couleurs au milieu des toiles qui racontaient l'histoire de leur famille. La naissance de Louise avait aussi officiellement scellé la réconciliation complète de la famille avec le choix d'Alexandre. Plus personne ne pouvait contester que cette union, née d'un coup de foudre et défendue avec courage, avait donné naissance à quelque chose de beau et de précieux. Les mois qui avaient suivi la naissance de Louise avaient été marqués par une période de bonheur paisible et intense que tous les habitants du château savouraient pleinement. Amélie s'était révélée une mère naturelle, attentive et tendre, qui savait instinctivement répondre aux besoins de sa fille. Elle avait insisté pour s'occuper elle-même de Louise autant que possible, malgré les protestations de Madame Claire qui voulait engager une nourrice. « Cette petite fille est mon miracle », expliquait Amélie. « Je veux profiter de chaque instant avec elle. » Alexandre partageait entièrement cette philosophie et participait activement aux soins quotidiens de sa fille, ce qui étonnait parfois les visiteurs habitués à voir les hommes de sa condition déléguer entièrement l'éducation des enfants à leurs épouses et aux domestiques. « Les temps changent », répondait-il simplement quand on s'étonnait de le voir donner le biberon à Louise ou la promener dans le parc du château. Un père moderne doit s'impliquer dans l'éducation de ses enfants. Cette vision progressiste de la paternité était encore un signe de la transformation profonde qu'Alexandre avait vécue depuis qu'il avait choisi l'amour plutôt que les conventions sociales. L'hiver était passé dans cette atmosphère de bonheur familial, ponctuée par les premiers sourires de Louise, puis ses premiers gazouillements qui enchantaient toute la maisonnée. Le château Moreau était devenu le théâtre d'un bonheur simple mais profond qui touchait tous ceux qui le côtoyaient. Les amis de la famille qui venaient en visite repartaient invariablement émus par l'harmonie qui régnait entre Alexandre et Amélie, par la tendresse qu'ils manifestaient l'un envers l'autre et envers leur fille. « On sent que cette famille est construite sur de vraies fondations », confiait l'un d'eux à monsieur Henri. « Il y a quelque chose d'authentique dans votre maison qui fait du bien à voir. » Ces témoignages extérieurs confirmaient ce que la famille Moreau ressentait déjà. Le choix courageux d'Alexandre et Amélie avait non seulement sauvé leur propre bonheur, mais avait aussi apporté une joie nouvelle à tous ceux qui les entouraient. Même le personnel du château travaillait avec plus d'entrain depuis que l'atmosphère de la maison s'était transformée. « Quand les maîtres sont heureux, toute la maison respire mieux », résumait Marie, la cuisinière, avec sa sagesse populaire. Le printemps suivant avait apporté avec lui une surprise inattendue qui allait encore enrichir cette histoire d'amour déjà si riche. Un matin d'avril, alors qu'Amélie se promenait avec Louise dans le parc du château, elle avait vu arriver une voiture qu'elle ne connaissait pas. À sa grande surprise,
C'était Céleste qui en était descendue, accompagnée d'un homme élégant qu'Amélie ne connaissait pas. L'ancienne fiancée d'Alexandre avait beaucoup changé. Son port altier s'était adouci, son regard était moins hautain, et elle semblait porter en elle une sérénité nouvelle. « Bonjour Amélie », avait-elle dit en s'approchant avec une timidité inhabituelle chez elle. « J'espère que vous ne m'en voulez pas de venir sans prévenir. Je souhaitais vous rencontrer et m'excuser. » Cette démarche avait profondément surpris Amélie, qui s'était attendue à tout sauf à des excuses de la part de Céleste. « Vous excusez? Mais pourquoi ?» avait-elle demandé sincèrement. Céleste avait souri et pour la première fois son sourire était chaleureux et authentique. « Pour mon comportement de l'année dernière. J'étais tellement aveuglé par mon orgueil et mes préjugés que je n'arrivais pas à voir la vérité qui crevait les yeux. Vous vous aimiez vraiment, Alexandre et vous. Et moi je ne l'aimais pas. Je l'épousais par ambition, par conformisme, mais pas par amour. » Cette confession de Céleste avait ouvert la voie à une conversation sincère et émouvante entre les deux femmes qui avaient été des rivales. « J'ai beaucoup réfléchi après ce qui s'est passé à la chapelle, » avait continué Céleste, en regardant Louise qui dormait paisiblement dans les bras d'Amélie. « Et j'ai compris que vous m'aviez rendu service en empêchant ce mariage. Vous avez eu le courage de dire la vérité que personne n'osait dire, et grâce à cela j'ai pu rencontrer l'homme de ma vie. » Elle avait fait signe à son compagnon de s'approcher. « Amélie, je vous présente Jean-Pierre, mon fiancé. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois, et pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est que d'aimer vraiment. » L'homme qui accompagnait Céleste était un médecin de Lyon plus âgé qu'elle, avec un visage intelligent et bienveillant qui rayonnait d'une bonté naturelle. « Céleste m'a beaucoup parlé de vous, » avait-il dit en serrant la main d'Amélie. « Elle m'a raconté comment votre courage a changé le cours de plusieurs vies. Je tenais à vous remercier car sans votre intervention, je n'aurais jamais rencontré la femme que j'aime. » Cette réconciliation inattendue avait profondément ému Amélie, qui avait toujours regretté la façon dont les choses s'étaient terminées avec Céleste. La visite de Céleste avait été suivie quelques jours plus tard par l'organisation d'un dîner de réconciliation au château Moreau, une soirée qui allait définitivement tourner la page sur les événements douloureux de l'année précédente. Alexandre avait d'abord été réticent à l'idée de revoir son ancienne fiancée, mais la demande d'Amélie et l'insistance de ses parents l'avaient finalement convaincu. « Si Céleste fait la démarche de venir s'excuser, nous devons l'accueillir dignement, » avait plaidé Madame Claire. « Cela prouvera que notre famille sait faire preuve de grandeur d'âme. » Le dîner s'était déroulé dans une atmosphère détendue et chaleureuse qui avait surpris tout le monde. Céleste et Jean-Pierre formaient visiblement un couple harmonieux et amoureux, et leur bonheur évident avait fini de convaincre Alexandre que tout s'était arrangé pour le mieux. « Tu sais, Alexandre, » lui avait dit Céleste en privé, pendant que les autres invités admiraient Louise dans ses bras, « je te dois des excuses à toi aussi. J'ai été égoïste et aveugle. Je voulais t'épouser pour de mauvaises raisons, et j'ai essayé de t'empêcher d'être heureux avec la femme que tu aimais. Pardonne-moi. » Alexandre avait été touché par cette sincérité nouvelle chez Céleste. « Il n'y a rien à pardonner, » avait-il répondu. « Nous étions tous les deux prisonniers d'un système qui ne nous convenait pas. L'important, c'est que nous ayons tous trouvé notre bonheur. » Cette soirée de réconciliation avait marqué symboliquement la fin de toutes les tensions liées aux événements du mariage interrompu et le début d'une nouvelle ère pour toutes les familles concernées. Les mois qui avaient suivi avaient vu s'épanouir pleinement le bonheur d'Alexandre et d'Amélie, désormais libérés de tout le poids du passé. Louise grandissait dans un environnement d'amour et d'harmonie qui favorisait son développement, et ses premiers mots, prononcés à 10 mois, avaient été « papa » et « maman », provoquant l'émotion de toute la famille. Alexandre avait repris la peinture avec une passion renouvelée, créant des œuvres inspirées par son bonheur familial qui commençait à attirer l'attention des galeries parisiennes. « Mes toiles sont plus vivantes depuis que je suis heureux », expliquait-il aux visiteurs qui venaient admirer son travail. « Le bonheur donne des couleurs plus vraies à l'art. » Amélie, de son côté, avait repris l'écriture et travaillait sur un recueil de poèmes inspiré par son parcours, depuis ses années d'employée secrètement amoureuse jusqu'à son épanouissement en tant qu'épouse et mère. « J'aimerais que mon histoire puisse inspirer d'autres femmes, » confiait-elle à Alexandre. « Montrer qu'il faut toujours se battre pour ses rêves, même quand ils semblent impossibles. » 1 an et demi après la naissance de Louise, par une soirée d'été particulièrement douce, Alexandre et Amélie se promenaient dans les jardins du château en poussant le landau de leur fille qui dormait paisiblement. Le soleil se couchait derrière les collines de Provence, peignant le ciel de teintes dorées et rosées qui se reflétaient sur les façades de pierre du château ancestral. « Tu te rends compte du chemin parcouru ?»
avait murmuré Alexandre, en s'arrêtant près de la fontaine de marbre où ils avaient échangé tant de confidences secrètes pendant leurs années d'amour cachées. Il y a 3 ans, nous nous cachions pour nous parler. Aujourd'hui, nous nous promenons avec notre fille dans cette même allée en toute liberté. Amélie avait souri en caressant tendrement la joue de Louise, qui souriait dans son sommeil. « Je n'arrive parfois pas à croire que ce bonheur est réel », avait-elle avoué. « Pendant si longtemps, j'ai cru que nous étions condamnés à aimer en secret pour toujours. » Alexandre l'avait prise dans ses bras avec toute la tendresse dont il était capable. « Ton courage nous a sauvés, Amélie. Sans ta détermination, sans ton refus d'accepter l'injustice, nous serions encore en train de nous cacher, ou pire encore, nous serions séparés pour toujours. » Cette conversation, tenue dans la douceur de cette soirée d'été, résumait parfaitement le miracle qui s'était accompli grâce au courage d'une jeune femme qui avait refusé de renoncer à l'amour. Aujourd'hui, quand les visiteurs viennent découvrir le château Moreau et ses magnifiques jardins, ils entendent souvent raconter cette histoire d'amour qui a transformé une demeure ancestrale en symbole d'espoir et de courage. L'histoire d'Amélie et d'Alexandre est devenue légendaire dans toute la région, inspirant les jeunes couples qui luttent contre les préjugés et les conventions sociales. Car cette histoire nous enseigne que l'amour véritable, quand il est défendu avec courage et sincérité, finit toujours par triompher des obstacles qui semblent insurmontables. Elle nous rappelle qu'une seule personne, armée de sa seule détermination et de la force de ses convictions, peut changer le cours des événements et transformer la douleur en bonheur. Amélie Dubois, devenue Amélie Moreau, reste aujourd'hui l'exemple vivant qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves, même quand le monde entier semble les condamner. Son courage a non seulement sauvé son propre bonheur, mais a aussi permis à tous ceux qui l'entourent de découvrir la vraie valeur de l'amour authentique. Et dans les couloirs du château Moreau, on peut encore entendre parfois les rires de Louise, qui grandit, entourée de cet amour pour lequel ses parents se sont battus avec tant de bravoure, perpétuant ainsi l'héritage d'une histoire qui prouve que l'amour, quand il est vrai, finit toujours par l'emporter. Et voilà, chers auditeurs, comment se termine cette belle histoire d'amour et de courage. Amélie nous a montré qu'il faut parfois tout risquer pour défendre ce en quoi on croit vraiment. Son audace a transformé une vie de résignation en un bonheur authentique. J'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a ému en vous la racontant. N'hésitez pas à la partager avec vos proches qui croient encore aux belles histoires d'amour. Dites-moi en commentaire, quelles leçons retenez-vous de l'histoire d'Amélie? Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures émotionnelles. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'en suis sûr, saura encore une fois faire battre vos cœurs. Que cette soirée vous apporte autant de bonheur que celui d'Amélie et Alexandre.